possibilité que ça ait un impact sur la valeur de votre propriété. Dans le cas de la réhabilitation du site, donc on a fermé le puits, et là, il faut réhabiliter le site sur lequel le puits était creusé. Mais là, effectivement, il va falloir qu'il y ait un plan, et le gouvernement, pour s'assurer que le plan soit respecté, a le droit, vertu des dispositions du projet de loi, d'exiger une garantie financière. Il peut même exiger une garantie financière supplémentaire s'il juge que le plan risque de coûter plus cher que ce que la compagnie a estimé. Et effectivement, le titulaire, à ce moment-là, va avoir un délai de 6 mois que le ministre peut prolonger pour 6 mois d'abord et ensuite pour des délais qui ne dépassent pas une année. Donc, la fermeture, la réhabilitation du site, on peut penser que ça peut prendre entre 6 mois, peut-être jusqu'à 1 an, 1 an et demi, peut-être jusqu'à 2 ans. Là, effectivement, après ça, il doit y avoir un expert qui examine comment la réhabilitation s'est faite. Et si l'expert, donc, va signer un rapport, et si le ministre l'approuve, ce rapport-là, dans lequel l'expert va dire, bien, la réhabilitation du site s'est faite en conformité des principes généralement utilisés dans un tel cas, à ce moment-là, le ministre signe, c'est terminé la responsabilité de l'exploitant et commence la responsabilité collective. Et là, c'est un peu comme les sites miniers orphelins. Récemment, le Journal des Affaires, qui est loin d'être un journal d'extrême gauche, nous disait que les sites miniers au Québec, on en avait pour 4 à 5 milliards d'argent public à investir, parce que les compagnies plus solvables sont disparues, etc. Alors donc, c'est la responsabilité du citoyen ou de l'État qui commence. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas, comme il existe en Alberta, la province d'Alberta a mis sur pied un fonds commun pour les compagnies, de sorte que s'il y a une compagnie qui devient non solvable, c'est l'ensemble des compagnies qui, à partir du fonds, vont payer plutôt que ce soit des citoyens, comme ça s'est passé à Lac-Mégantic, par exemple. Hein? Alors, il faut donc être conscient là, que cette réalité-là, de puits qui vont fuir, c'est une certitude. Les statistiques montrent qu'après une année, basée sur 50 000 puits américains, après une année, il y avait déjà 5 des puits qui fuyaient, et après 10 ans, il y avait déjà 50 des puits qui fuyaient. Alors donc, les conséquences à long terme de cette exploitation-là, de l'usage de la fracturation hydraulique, vous savez, là, on injecte dans le sol des produits chimiques, dont certains sont cancérigènes, et ils sont là. Alors, vont-ils remonter? À quelle vitesse vont-ils remonter? On sait qu'il y a des liens hydriques, parce qu'on sait par exemple que dans certaines régions, on a trouvé de l'eau qui avait 5000 ans, donc qui avait cheminé à travers les failles du sol, qui avait rejoint les aquifères. À quelle vitesse ça se fera? On n'en sait rien. Ce qu'on sait par exemple, c'est que lorsque l'eau et les hydrocarbures se mélangent, bien là, l'eau devient non potable et c'est irréversible. Prenez l'exemple de la municipalité de Mercier, en banlieue de Montréal. Alors, dans les années 70, l'ancêtre du ministère du Développement durable avait autorisé une compagnie à y entreposer des déchets d'hydrocarbures. Et ça l'a percolé, ça l'a descendu dans la nappe phréatique. Aujourd'hui, le panache de pollution s'étend sur 6 km. Et dans le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, il y a un chapitre entier qui traite de la région de Mercier, où il est totalement interdit de creuser un puits parce que la nappe phréatique est complètement contaminée. Et en parlant avec la mairesse de Mercier récemment, je lui demandais, mais est-ce qu'on a fait des efforts, est-ce qu'on a investi de l'argent public pour tenter de dépolluer l'eau? Oui, on a depuis les années 70 injecté 100 millions de dollars de fonds publics et l'eau n'est toujours pas potable. Donc, il faut voir là, que cette responsabilité-là, et moi, je suis de très près la jurisprudence des compagnies minières. Et vous devez voir comment les juges s'arrachent les cheveux pour essayer de comprendre les liens corporatifs qui sont créés d'une compagnie à l'autre. Je vais donner des exemples très simples. Sur Anticosti, ce n'est pas Petrolia qui est là. C'est une compagnie qui a été créée par Petrolia. Le fameux pipeline Énergie-Est, ce n'est pas TransCanada. C'est une compagnie que TransCanada a créée. Alors, est-ce qu'on va créer comme ça, par des stratégies corporatives, des centaines de compagnies, et quand le puits ne fonctionne pas, ben on fait faillite,
Et puis à ce moment-là, comment va-t-on pouvoir remonter la responsabilité? Ça, le projet de loi ne nous dit rien là-dessus. Alors, c'est des éléments qui sont particulièrement inquiétants. Les raccordements et les canalisations, mais pour ne pas nous parler du spaghetti de tuyaux qui quadrillerait notre territoire, encore une fois, le gouvernement utilise des termes un peu moins négativement connotés. Alors, ce que ça nous dit, ça, les dispositions qui traitent de ça, c'est qu'effectivement, quand on veut créer des gazoducs ou des oléoducs, ça va prendre l'intervention de la Régie de l'énergie, qui, elle, encore une fois, si elle constate que les procédés utilisés sont ceux qui correspondent aux outils standards des compagnies, donc des meilleures supposées pratiques, bien, elle va les autoriser. Et à ce moment-là, l'obligation, tout ce qui restera après, c'est l'obligation, évidemment, de remettre en état les terrains. Quand on passe un oléoduc ou un gazoduc, évidemment, on va entrer sur les territoires agricoles, il va falloir les remettre en état. Maintenant, les responsabilités de l'exploitant, ben, c'est une responsabilité qui est limitée. Le gouvernement va fixer par règlement un montant, et au-delà duquel, ben là, il faudra démontrer qu'il y a une faute qui a été commise si on veut aller chercher des indemnités. Le titulaire, évidemment, ne pourra pas se dégager en invoquant l'acte of God, le cas de force majeure, mais au-delà du montant qui va être déterminé, là, évidemment, il va falloir démontrer la faute. On nous dit également dans le projet de loi que seul le gouvernement peut prendre une action en justice pour recouvrer la perte de valeur de non-usage liée aux ressources publiques. Alors donc, ça veut dire que les recours des citoyens ne seraient pas permis dans un tel cas. Pourtant, c'est un recours qui est fondamental en matière d'environnement. Alors, on nous dit également que les poursuites pour faute sont autorisées. On peut s'interroger, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Vous savez, en droit, il existe une maxime, un brocard, qui dit que inclusio filius est exclusio alterus. L'inclusion de l'un et l'exclusion de l'autre. Alors, est-ce que ça veut dire que la responsabilité pour faute existe, mais que la responsabilité sans faute n'existerait pas? Ça, c'est une interrogation dont on aura la réponse que lorsqu'il y aura une contestation et qu'on arrivera devant un tribunal. La responsabilité sans faute est fondamentale en matière d'environnement. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec la cimenterie Saint-Laurent à Québec, qui rendait la vie à peu près impossible aux personnes qui vivaient à côté. Il y avait de la poussière constamment, bref, de l'huile, etc. Alors, les voisins avaient fait un recours collectif, et là, la compagnie disait, mais non, moi, je ne suis pas responsable parce que j'ai respecté toutes les lois en matière d'environnement, j'ai respecté toute la réglementation municipale, donc je suis non responsable. Et la Cour suprême a dit non, ça ne marche pas comme ça. Il y a une disposition dans le Code civil qui prévoit la responsabilité sans faute. Donc, vous êtes responsable en vertu de cette logique-là. Alors, est-ce que cette logique-là serait interdite avec les hydrocarbures? Bien malin qui saurait, à l'étape actuelle, le dire. Bon, d'autres éléments, en terminant très rapidement, d'autres éléments, le gouvernement peut, par règlement, nous parler des règles de protection qui devront être de protection et de sécurité. Alors, évidemment, on n'en sait rien pour le moment. On peut peut-être se douter qu'il en existe un certain nombre dans d'autres normes réglementaires, mais pour le moment, on ne sait pas les normes de sécurité qui seront imposées. On nous dit aussi que le titulaire du permis peut couper les arbres dans le domaine de l'État en fonction de ses besoins, sans restriction légale pour une coupe de ligne de moins d'1 mètre, des tranchées ou des excavations, et pour ceux qui font des forages, si moins de 2 de la surface du boisé est utilisée. Bien là, ça dépend de la surface, parce que 2 de 100 pieds, c'est pas beaucoup, mais 2 de 3 millions de pieds, c'est beaucoup. Alors donc, 2 ça peut constituer un privilège important. Et la cerise sur le sorbet, comme on dit familièrement, il y a une disposition qui nous dit que pour faciliter l'exercice de toute activité relative à l'exploration, à la production et au stockage d'hydrocarbures, le ministre des Transports peut, avec l'autorisation du gouvernement, construire, modifier ou entretenir tout chemin. Alors c'est nous qui éventuellement allons payer pour que les compagnies se rendent à l'heure. Alors, maintenant, en matière d'accès à l'information, alors ce qu'on nous dit, c'est que les renseignements relatifs à l'exploration, ça, on ne peut rien savoir de ce qui s'est passé avant 5 ans.
Dans le cas de la production, le délai est de 2 ans. Mais souvenez-vous que la compagnie a 4 ans pour passer de l'exploration à la production, puis elle a 4 ans pour passer de la fermeture temporaire à la fermeture définitive du puits, puis qu'elle a 6 mois et peut-être 1 an, 1 an et demi pour réhabiliter le site. Alors, si on additionne tout cela, ça veut dire qu'en matière d'exploitation, de production des hydrocarbures, ça pourrait prendre une dizaine d'années avant qu'on puisse avoir accédé aux renseignements. Les 31 forages depuis qu'il y a eu au Québec, là, on n'a jamais été capable d'avoir des rapports de forage parce que le ministère ne veut pas les rendre publics. Et d'autre part... Monsieur Landry, pour conclure. Oui, alors d'autre part, ce projet de loi-là ne prévoit pas qu'il y a une prépondérance de la loi sur l'accès aux dispositions qui existent dans le projet de loi sensible. Alors, dans la loi sur l'accès, il y a des dispositions, les articles 22, 23, 24 et suivants, qui permettent à une compagnie de s'opposer à la divulgation si en invoquant toutes sortes de raisons. Donc, peut-être que dans 10 ans, on aurait des renseignements, mais peut-être que ces renseignements-là seraient caviardés dans une large mesure. Alors, on modifie aussi d'autres lois. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les unions municipales réclament depuis des années le retrait de l'article 246 qui prévoit que les schémas d'aménagement des MRC ou les règlements de zonage des municipalités, c'est secondarisé quand une minière ou une gazière ou une pétrolière va venir s'établir dans le terrain, et c'est ce que confirme le projet de loi. De même que si les municipalités ont des compétences sur les puisements d'eau réalisés sur leur territoire, elles n'ont pas ces compétences-là quand il s'agit d'une société gazière, pétrolière ou minière qui va s'établir sur le territoire. Alors, là, il y a toute une série de conclusions que je dirais, mais je pourrais y revenir là, sur la base des questions qui seraient posées par le public. Alors voilà, ça résume l'essentiel de ce qu'on retrouve dans ce projet de loi-là, et ma foi, c'est très intéressant. Merci de votre présentation.